Bienvenue sur le podcast de la cyclicité incarnée, un espace où l'on honore sa cyclicité et où l'on apprend à être à l'écoute de son corps. Je suis Elina, votre hôte pour ce podcast, et je vous invite pour chaque épisode à plonger ensemble au cœur de nos rythmes intérieurs, à la rencontre de notre corps féminin et ses fondements, afin d'honorer notre nature de femme cyclique et d'incarner notre véritable essence. Grâce à une approche holistique, des témoignages inspirants, des échanges avec des professionnels du bien-être féminin, nous explorons ensemble des outils concrets pour comprendre, honorer et célébrer notre cyclicité au quotidien. Intuition, souveraineté et liberté sont les mots qui guident chaque épisode. Merci pour votre écoute et votre présence à mes côtés au sein de ce voyage vers une féminité réconciliée, consciente et incarnée. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Mélissa Carlier. Donc Mélissa est une kinésithérapeute de formation spécialisée en rééducation périnéale. Et puis, en 2017, Mélissa a arrêté la pilule et s'est tournée vers une méthode de contraception plus naturelle et a ainsi découvert la symptothermie. À travers ses découvertes, ses explorations, ses recherches, sa curiosité, ses apprentissages, elle en est aussi venue à découvrir la méthode du flux libre instinctif, dont elle est là, notamment aujourd'hui, pour nous partager, pour nous en parler. Grâce à son expérience et à ses recherches, elle a aussi, tout récemment en 2022, publié un livre qui se nomme «Le guide du flux libre instinctif», paru aux éditions Jouvence. J'avais personnellement participé à un atelier, une formation en ligne que Mélissa avait animée il y a de ça 1 an et demi, et elle m'avait fait découvrir cette méthode, du flux libre instinctif. Je n'en avais pas connaissance avant et de tout ce elle a transmis à travers cette formation, ça a vraiment éveillé une nouvelle conscience en moi dans le rapport à mes menstruations, dans le rapport à mon sang menstruel. Et à la fin de ma participation, je me suis dit: «Un jour, lorsque j'aurai mon podcast, j'adorerais que Mélissa vienne nous partager ses connaissances, viennent nous partager son expérience qu'elle a à travers ce sujet-là. Et nous voilà donc aujourd'hui en présence de Mélissa dans cet épisode. Bienvenue Mélissa dans l'épisode du podcast de la cyclicité incarnée. Merci beaucoup Elina pour cette présentation. Donc je suis très heureuse d'être là et de pouvoir, partager sur, ce sujet qui m'est cher et de faire connaître à un plus grand nombre de femmes, le flux libre instinctif, la continence menstruelle et tous ces sujets qui touchent à la gestion de notre cycle, en fait, de manière autonome. Hmm. Bienvenue Mélissa. Avant que l'on plonge plus en particularité dans ce sujet, j'ai une question que j'adore poser aux femmes que j'interviewe et qui viennent sur ce podcast. Mélissa, comment honores-tu ta nature de femme cyclique? Tout simplement en respectant mon rythme et mes besoins. D'un cycle à l'autre en fonction de ce qui est en jeu, en fonction de la phase de vie, des émotions. On va pas vivre, une période prémenstruelle de la même manière, on va pas avoir les mêmes besoins pendant nos menstruations, pendant notre ovulation. Donc même si les grandes lignes des énergies se dessinent, en fin de compte, il y a pas de manuel, tout dessiné de, J1 tu as vu ça, J2 tu as vu ça, J3 tu as vu ça. Même si on sait quand même qu'on est dirigé par ces hormones et qu'elles viennent nous influencer, il y a aussi tout le macro, tout le contexte, c'est-à-dire les saisons, notre propre phase de vie et cetera. Et je dirais que la manière de me respecter, c'est vraiment, enfin en tout cas d'honorer, mon cycle, c'est vraiment juste d'écouter et de suivre mon propre rythme à chaque jour. Mes besoins, d'accélérer, mes besoins de ralentir,
mes besoins d'être seule, mes besoins d'être, entourée et cetera et donc d'écouter ça et de pas m'identifier, à une phase ou à une autre, mais juste de me laisser porter, quoi. Aussi bien, dans le perso que dans le pro, d'ailleurs. Mmh. Merci, merci Mélissa pour ce partage qui résonne beaucoup. C'est beau ce Mmh. que dans la simplicité d'honorer en fait tes besoins et d'en être à l'écoute. Mmh mh. Tout à fait. Mmh. De très, pragmatique, très pratico-pratique, en fait, très simple. Pour moi, tout est là, tu Mmh. vois? Tout est déjà là. Il y a rien à rajouter à part, l'être, en fait, tu vois? Mmh. L'être et la conscience. Et est-ce que tu Exact. dirais que ce cheminement que tu as eu, c'est ce que tu es capable de nous partager aujourd'hui, de la manière dont tu es en relation, dont tu es en rapport avec ton corps et avec ton cycle, Mmh mh. est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a grandi? Est-ce que tu as commencé à en avoir conscience, à le nourrir depuis quelques années, depuis des décennies? Qu'est-ce qui a un petit peu engendré cette relation de conscience et d'écoute de toi-même? Mmh. Alors ça s'est développé, ça se développe d'année en année, en fait, ça s'approfondit bien que, il y a aussi des phases où je vais être, portée par l'extérieur et moins, on va dire moins en conscience parce qu'en fait, c'est la vie. Il y a des moments, voilà, on est pleinement avec soi-même et des moments, on est emporté et du coup, on perd un petit peu et justement, je pense que la vie, c'est ça, c'est de retrouver, ce centrage, de se voir quand on est décentré, de revenir à soi et toute cette conscience de mon corps et du cycle, surtout parce qu'on est là pour parler de ça, elle est arrivée, ça fait vraiment partie pleinement de mon histoire personnelle, en fait et pro parce que ça s'est vraiment entremêlé. Hem, Au début, c'était pas, dirigé sur le cycle menstruel. Ma conscience du corps, ça a été vraiment, le point de départ, et arrivé assez jeune. Déjà, j'ai toujours été passionnée du corps et de physiologie depuis que je suis adolescente. Vraiment, j'ai toujours été passionnée. Je lisais des bouquins, d'anat, de neurologie, enfin voilà, c'est des sujets qui m'ont toujours, je me vois en terminale, même en 1 quoi, même gamine, j'avais tu sais les personnages où tu enlèves les organes et tout, Mmh. Oui. j'ai toujours eu, je viens d'acheter à mon fils parce que j'ai toujours eu cette passion pour le corps et le corps m'a toujours intriguée et moi, en plus, j'ai besoin de comprendre dans les détails donc j'adore un peu, soulever, le capot et regarder les mécanismes, et ce que j'adore faire aussi je pense que mon talent, c'est de savoir, vulgariser. Mmh. J'ai vraiment, j'aime bien comprendre des choses compliquées et les rendre très simples. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, en fait. Mais par contre, pour l'expliquer de manière simple, de manière simplifiée, faut vraiment que je puisse intégrer l'information dans le détail. Donc elle est dans le très, très complexe, c'est assez étonnant, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et puis vers mes 19 ans, 19-20 ans, j'ai rencontré la notion d'esprit-corps. J'ai compris qu'il y avait un lien, même un peu plus tard, je dirais vers 20-21, en fin de compte que notre esprit, impactait notre corps et inversement et donc de cette notion-là naît, la conscience du corps. Parce que, si tu identifies un symptôme et que tu fais le lien avec l'émotionnel et que tu te rends compte que ton stress ou qu'un non-dit peut te rendre malade et cetera, et ben, du coup, tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi pour mieux te connaître et en fin de compte, j'ai découvert ça par la voie de l'hypnose. Je me suis formée en hypnothérapie, je suis devenue praticienne en hypnose, en même temps que kiné, en fait. Je suis devenue kiné et praticienne en hypnose en même temps. Mais je faisais de l'hypnose, médicale, quoi et donc ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai développé cette passion, de comprendre pourquoi on tombait malade, pourquoi le corps s'exprimait et du coup avoir une conscience de mon corps et à moi-même qui grandissait et puis après, bah, ça a croisé le chemin du cycle menstruel parce que cette notion-là, pour moi, elle était complètement, à 0 quoi. Je veux dire, j'ai grandi à 16 ans, j'ai pris la pilule comme, la majorité des jeunes filles de mon âge à l'époque et puis, je me suis jamais posé aucune question sur mon cycle, mais vraiment jamais
Et donc, quand je suis tombée un peu dans la marmite, parce que pour moi, c'est un peu ça, hein, c'est un monde qui s'ouvre à soi. Voilà, c'est venu se rajouter à ce contexte où déjà j'étais passionnée par l'esprit corps, mais là, j'ai plongé dans la conscience et la connaissance du cycle menstruel, ce que portent les femmes aussi dans leur bassin et les mémoires. Et donc, voilà, il y a eu toute cette passion pour la compréhension, du système hormonal chez la femme, des, équilibres et déséquilibres hormonaux, de l'observation du cycle, que j'ai expérimenté et tout ça, de l'impact aussi sur la vie des femmes, des causes et puis après et pendant le flux libre instinctif qui s'est émissé. Le flux libre instinctif, ça a été, un champ qui s'est ouvert à moi parce que autant les autres sujets, il y avait quand même beaucoup de références, donc j'apprenais, tu vois? J'apprenais dans des livres, j'apprenais dans des études, j'apprenais et donc c'était un chemin pavé à travers, des références, des sources, des auteurs. Donc j'ai voulu apprendre. Le fibre instinctif, il y avait pas de chemin et donc ça a été plutôt, la découverte. Ça a été l'exploration d'un inconnu total et donc voilà, c'est vraiment deux modes opératoires très différents. Et aujourd'hui à travers le flux libre instinctif, hem bah, j'ai envie de dire, ça m'a appris la manière aussi dont je le transmets aux femmes est vraiment, liée justement, pour moi, c'est hyper important de savoir se respecter et s'écouter. Le fibre instinctif, c'est un peu une philosophie de vie qu'on peut, étendre sur d'autres domaines. C'est-à-dire que, savoir écouter son corps, voilà, moi, je vais l'identifier par rapport aux règles, donc se ressentir une contraction, hem pourquoi ce cycle-là, j'ai plus mal alors que le cycle d'avant, j'avais pas du tout mal? Pourquoi plutôt 3 jours que 5 jours? Pourquoi elles arrivent plus tôt alors qu'avant c'est 28? Enfin, tout ça m'amène à avoir un mode d'emploi, à avoir, des clés de compréhension et donc transmettre le libre instinctif, c'est aussi pour moi transmettre aux femmes, un mode d'emploi de leur fonctionnement et surtout une autre grille de lecture d'elles-mêmes que j'applique moi, à 100. Mais je l'incarne à 100. C'est vraiment, de manière, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Je Mmh. suis incapable, en fait, tu vois? Le théorique, pour moi, je ne sais pas faire. Il y en a qui savent le faire, hein, mais moi, je ne sais pas faire ça et donc ça doit me traverser, en fait et du coup, ouais, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, quoi. Ouais, je te rejoins complètement sur, le fait d'incarner, de se laisser traverser, d'expérimenter pour ensuite Ouais, pouvoir aussi le transmettre, le partager et c'est là aussi que ça c'est encore plus vivant, c'est encore plus parlant pour les femmes, je pense, à qui on le transmet parce qu'on l'a vécu, on l'a ressenti, on le sait, on le connaît, mais exact. pas seulement d'un aspect mental, mais aussi d'un aspect charnel, d'un aspect corporel. D'ailleurs, tu vois, pour faire, le parallèle, même si, je suis passionnée par tous les sujets des phases de vie, de la femme et cetera. Aujourd'hui, j'adore le sujet du fibre instinctif. Je mets ma main à couper que quand je ferai ma préménopause et ma ménopause, bah, c'est là que je pourrai enfin en parler. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des références, je sais, je connais intellectuellement, je connais ce sujet, mais je suis incapable d'en parler parce que je ne l'ai pas vécu. Mmh. Tu vois? Et pour moi, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est très lié à ma phase de vie, aussi et Mmh. je souvent on me demande: «Mais toi, est-ce que tu pratiques le libre?» et je trouve toujours cette question un peu, folle. Je me dis: «Mais comment on pourrait parler aussi passionnément d'un sujet pendant presque une décennie, matin, Ouais, midi et soir, sans l'avoir ouais, expérimenté, quoi?» c'est Faut vrai. être donc Complètement et du coup, juste pour les auditrices, les femmes qui sont un petit peu novices, du flux libre instinctif, est-ce que tu peux, nous faire, un petit résumé de qu'est-ce que cette méthode et qu'est-ce que cette méthode nous invite à? OK. Bah, le flux libre instinctif, c'est une manière physiologique, naturelle de gérer nos menstruations. C'est-à-dire qu'on va apprendre à ressentir certains symptômes de notre corps et à identifier à quel moment le sang demande à être évacué pour l'évacuer aux toilettes, plutôt que de le laisser se déverser de manière complètement inconsciente et involontaire dans des serviettes, des cups ou des tampons.
Donc c'est une méthode qui va nous demander justement, cycle après cycle, de s'observer, d'être à l'écoute de certains symptômes pour pouvoir identifier les moments où le sang veut être évacué, parce que ça, on peut l'identifier et on peut le ressentir. Ça va s'appuyer sur un certain nombre de clés qu'on a dans la compréhension de notre anatomie. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est pas une méthode qui s'appuie sur la force de la volonté, c'est pas une méthode ésotérique ou mystique, c'est une pratique qui est, quand je dis physiologique, c'est-à-dire que les clés sont dans notre corps et donc c'est universel, on le porte toutes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on entend parler de cette méthode la première fois, on peut entendre un raccourci qui peut, porter préjudice à la pratique, c'est, «Je retiens le sang des règles avec mon périnée pour pas avoir du sang dans mes culottes». Donc tout ça, c'est faux, en fait. C'est pas: «Je retiens le sang de mes règles avec mon périnée pour pas saigner dans ma culotte». C'est: «J'apprends à ressentir, les phases d'écoulement de mon sang, la contraction de mon utérus, pour identifier à quel moment je dois me rendre aux toilettes». Donc on apprend un comportement, à aucun moment on serre le périnée et on va tendre progressivement vers, une maîtrise de ce flux qui, assez vite, peut tendre vers du 60-70-80 de flux évacué aux toilettes. Donc je garde quand même toujours une sécurité qui est une culotte menstruelle et ça, c'est important de le souligner parce qu'on est dans une société qui est très duel. C'est tout noir ou tout blanc. Je pratique ou je pratique pas. Je suis ça et je ne suis pas ça et cetera et là, on n'est pas là-dedans. On est dans, quelque chose qui est à la fois sans pression, non dogmatique, qui s'adapte à la fois à la nature de nos règles et au contexte dans le cadre où on est, pendant nos règles, hein, au travail, à la maison, en sport, en déplacement et cetera et on va se laisser le temps d'intégrer cette pratique qui s'acquiert en fait cycle après cycle et qui voilà, qui n'est pas une méthode où on appuie sur un bouton et du jour au lendemain il se passe, même si du jour au lendemain il y a quelque chose qui se passe, l'acquisition se fait par la conscience de soi et ça s'accroît avec, le temps et l'expérience. Mmh. C'est une, ouais, une méthode qui est très intrigante, je trouve, qui donne vraiment envie à essayer et j'imagine qu'elle s'affine, qu'elle se peaufine au fil des cycles. Comme tu dis que la conscience s'illumine, se met, mais ça va pas être du jour au lendemain qu'il va y avoir ce déclic et ça nous demande aussi un engagement envers nous-mêmes, pour Mmh. éveiller cette conscience et ces sensations. Ouais, bah, moi, tu sais, j'accompagne des gens depuis des années. Mes accompagnements durent à peu près 6 mois et moi, je leur dis aux femmes que j'accompagne, «C'est normal de vouloir aller vite, d'être pressée, mais moi, au bout de 9 ans, je continue d'apprendre des choses quand j'ai mes règles, quoi». Je continue d'avoir des déclics, je continue de faire des liens, je continue de voilà, parce que déjà, pourquoi? Parce que, on peut avoir nos règles dans plein de circonstances différentes et ça va nous donner des informations différentes et puis notre vie, nos phases dans notre vie de femme évoluent donc nos règles il y a 10 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et ne seront pas les mêmes demain. Entre-temps, si on a eu, un accouchement, une période d'aménorrhée, enfin, j'en sais rien moi, tout ça ou même un incident de vie et ben, voilà, il y a notre corps évolue, notre corps bouge et donc cette méthode, elle se découvre jusqu'à, je veux dire, la ménopause, en fait. C'est plus pour ça que je dis c'est une philosophie. C'est Mmh. vraiment, après voilà, c'est vrai que plus le temps passe et plus, moins on y pense, plus c'est naturel, tu vois? Moi, je me pose même plus la question, quoi. C'est là, en fait. Mmh. Et j'ai une question qui m'est venue. Est-ce que tu dans tes recherches que tu as faites, est-ce que tu as découvertes, je ne sais pas si tu recherches aussi un petit peu niveau historiquement, mais est-ce que c'était déjà des compréhensions, des notions, qu'il y a pu avoir, le voir un peu comme une pratique plutôt ancestrale, quelque chose ces notions étaient là avant ou pas du tout? Alors la réponse donc c'est vrai que j'ai beaucoup, cherché, là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, c'est difficile d'avoir, des réponses, véridiques de ça, dans le passé, parce que déjà, c'était pas les femmes qui écrivaient l'histoire, c'était les hommes, que c'était déjà un sujet tabou et que dans un sens comme dans l'autre, on a peu
peu d'informations. Donc autant on n'a pas de tableau de femme avec du sang qui coule sur les jambes, autant on n'a pas non plus d'écrits qui disent, que les femmes, elles savaient gérer leurs règles. On a quand même des épisodes avec voilà, on sait que, par exemple, elles pouvaient utiliser des langes, en Égypte, on a cette histoire de tissu roulé pour faire des tampons, mais c'est des épisodes. Après, on n'a pas grand-chose. Et puis, dans notre inconscient, ce qu'on parle de «avant», c'est pas la même chose en fonction des femmes. Il y en a avant, c'était il y a 300 ans et puis il y en a avant, c'était il y a 4000 ans, tu vois? La Ouais. notion de «avant», c'est avant quoi? La civilisation? Avant quand c'était patriarcal? Avant enfin, donc pour répondre à cette question, moi je suis pas allée dans le passé vu que j'ai pas trouvé de réponse vraiment pertinente et qu'en plus c'est pas Mmh. trop mon métier et peut-être qu'un jour quelque chose sortira à ce sujet et voilà. Je suis allée dans le aujourd'hui, mais ailleurs et donc pour ça, j'ai beaucoup échangé avec une autre réalisatrice qui s'appelle Mélanie Mello, qui réalise un documentaire qui s'appelle «Les premières règles de ma fille» et qui voyage à travers les tribus du monde pour découvrir les rituels de passage des femmes et des jeunes filles pendant leurs premières règles et donc voilà, Mélanie, elle fait un travail extraordinaire et elle découvre en fait que, elle découvre les rituels des tribus. Et peut-être que les tribus, ça ressemble à l'avant qu'on a dans la tête, c'est-à-dire des femmes, un peu à l'écart de la société, connectées à la nature, en fin de compte. Et donc effectivement, il y a de tout et il y a à la fois des tribus qui naturellement pratiquent, le flux libre instinctif, on a découvert en Afrique et d'autres tribus qui pas du tout utilisent des supports. Donc pour moi, cette information laisse suggérer que le potentiel est là, mais hem, l'acquisition est le fruit d'une transmission et culturelle et de croyances, tu vois? Donc c'est le contexte, c'est la culture, c'est la transmission qui crée, qui en fin de compte va mettre en place la capacité ou non, tu vois? Mais Mmh. je pense que sincèrement que c'est universel, mais ça demande, voilà, une transmission vraiment, je pense. Mmh, tout à fait. Et et justement, est-ce que tu dirais aussi que, tout ce que tu viens de citer, la culture, les transmissions, les conditionnements, les croyances, donc forcément, elles ont aussi un impact sur la relation, si on revient à l'aujourd'hui, maintenant, dans notre corps de femme, alors dans la société moderne. Tout cela va aussi influencer, j'imagine, la relation que l'on a nous-mêmes à notre propre sang menstruel. Parce Heu, que, moi, si je prends juste mon exemple personnel, après, je l'ai aussi témoigné au moment où je, facilite des espaces de parole entre femmes. Souvent, en fait, ce qui revient, c'est que même au-delà des émotions, des mémoires, des croyances qu'il peut y avoir par rapport à notre sang menstruel, c'est même quelque chose, je dirais, qu'on a oublié, quelque chose sur lequel, oui, ça arrive, c'est là tous les mois, mais avant d'y mettre de la conscience, et ben, mmh. Mais ça, c'est le fruit d'une éducation, en fait. Hem, Moi, je le vois d'ailleurs, je sais pas si tu as vu le documentaire, mais c'est très bien montré dans le documentaire. Heu, Si on te dit depuis que tu es gamine avant d'avoir tes premières règles, qu'avoir ces règles, c'est, presque une malédiction, c'est secret, faut pas en parler, c'est sale, c'est impur et cetera. Comment tu vas accueillir cette expérience avec amour, en fait? Tu as l'impression d'être puni, tu vois? De là naît, une forme de rejet, avec, si tu as de la chance, ça reste psychique et juste tu aimes pas avoir tes règles et si tu as pas de chance et ben, ça s'ancre dans le corps et tu as des douleurs et des règles abondantes et voilà, tu vois? Donc le conditionnement et les mots que tu as entendus sur cette expérience impactent inévitablement ton expérience et ton vécu des règles et moi je le vois tous les jours, hein. C'est des milliers de femmes que j'ai accompagnées et en fait, ce qui est assez magique, c'est qu'à travers le flux libre instinctif, OK, c'est une pratique qui permet de maîtriser, le flux menstruel, mais ça va plus loin. On va vers une vraie réconciliation avec cette phase de notre cycle. On va vers une vraie reconnaissance. On n'essaye pas d'invisibiliser. On n'essaye pas de faire comme si elle n'était pas là. On prend l'autre pendant, on va vraiment à l'opposé de ça. On met les 2 pieds dans le plat.
on y va, on les ressent, on les écoute, on les intègre, en fait. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que très vite, il y a un impact positif sur la nature des règles, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui disent: «Mais c'est dingue, j'ai hâte d'avoir mes règles, maintenant j'aime avoir mes règles». Enfin, il y a l'expérience change complètement et j'avais mesuré ça dans mon étude sur, le f est-ce qu'avant, le flux, vous aimiez vos règles, à combien vous aimiez vos règles et aujourd'hui, toutes les femmes qui pratiquent le flux libre, elles sont aux alentours de 7-8/10. Aujourd'hui, tu arrêtes une femme dans la rue, tu demandes sur l'échelle de 1 à 10 à combien elle aime ses règles. Je pense que les 9/10 sont en dessous de 5. Même la notion d'aimer ses règles, elle est bizarre, tu vois? Mmh mh. Et elle se normalise avec le flux libre instinctif dans cette expérience. Parce que ça peut être une expérience enrichissante, salvatrice, parce qu'on reconnaît l'utilité des règles, on reconnaît la puissance des règles. On reconnaît aussi qu'on peut être actrice et ne pas subir. Donc ça parle à la fois de l'utilité des règles, on redonne de l'utilité aux menstruations, on redonne du sens à l'expérience. Ça, c'est important. Pas une punition, c'est un signe de bonne santé, il y a des cellules souches et cetera. Ça, c'est hyper important et nous, on redevient actrice, donc on ne subit pas l'expérience en disant: «Bon, combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va couler dans est-ce que je vais tacher mes draps?» et tout ça et on redevient et on reprend du pouvoir. Donc les 2 assemblés fait que, voilà, la tendance change. C'est vraiment un nouveau paradigme, en fait. Mmh. Et est-ce que tu as pu observer ça dans les femmes que tu accompagnais? Et pour les femmes qui ont des règles douloureuses, est-ce que en pratiquant la méthode du flux libre instinctif, cela impacte la relation qu'elles ont à leur douleur et à leurs sensations? Mmh. Alors ça, je le vois tous les jours et je l'ai mesuré dans une étude parce que, c'est clair et net que, les douleurs diminuent avec la pratique du flux. Alors il y a plein d'explications à ça, mais tu vois, dans l'étude que j'avais menée, 64 des femmes qui avaient des règles douloureuses ont des règles moins douloureuses après la pratique du flux libre. Mmh. 64. On n'a pas pris de gélule, on n'a pas mis de bouillotte, rien. On a changé de rapport à nos règles Ah. et si on va plus loin, c'est-à-dire qu'après, si on a encore des règles douloureuses, mais qu'elles sont moins douloureuses, souvent, c'est des femmes qui peuvent passer de douleurs parfois très handicapantes à une simple gêne. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus, facile à vivre et ça, c'est assez dingue de s'en rendre compte. Ça montre à quel point, la douleur est reliée aussi au rapport qu'on a avec notre corps, en fait. Donc oui, il y a des facteurs, même je veux dire même une femme qui a de l'endométriose, hein. C'est-à-dire que, il y a les croyances, mais il y a aussi le flux libre instinctif d'une manière physiologique. C'est-à-dire que évacuer le sang aux toilettes, ça soulage. Ça soulage la douleur. Donc quand je pratique pas le flux libre instinctif, j'ai une contraction, il y a du sang dans mon utérus, au niveau du col, dans le vagin et j'attends. J'attends la prochaine contraction, tout cet espace-là se remplit de sang et cetera. Le sang s'accumule, puis après il coule par débordement ou il est réceptionné par une cup ou un tampon. Et ce sang-là, il est riche, il est intense et il réagit avec les tissus. Et donc, il nous crée des sensations. D'ailleurs, qu'on ait mal ou pas, il y a des moments dans nos règles, on est un peu gêné, on se sent un peu encombré quand on a cette espèce de présence. Et donc, quand on sent une contraction, si à contrario, on va libérer le sang aux toilettes, les femmes disent que immédiatement ressentent un soulagement. Comme Mmh. quand tu vas uriner, en fait. Je veux dire, le corps demande à évacuer, en fait et donc ça crée un soulagement immédiat. Après il y a plein d'autres hypothèses comme, la diminution des menstruations rétrogrades et cetera. Le fait aussi qu'on donne du sens à la sensation, que la contraction est plus identifiée uniquement à une douleur, mais la contraction est associée à un écoulement de sang et du coup ça change la perception de la sensation. Donc il y a plein d'explications à ça. Je pense que c'est multidimensionnel franchement. Je pense que, la vérité est un peu partout là-dedans, en fait. Mmh. Donc voilà, mais effectivement, c'est assez dingue de se rendre compte que là, on a une solution complètement naturelle pour la douleur de nos règles. Exactement, exactement et le poids de la conscience de soi, de l'écoute de soi
et à quel point Mmh. ça peut, oui, vraiment venir influencer notre relation à notre utérus, à nos règles, à cette phase de notre cycle et encore une fois, c'est ce que j'aime aussi transmettre, dans ce podcast, c'est aussi, de se rendre compte que si on souhaite, si on décide de s'engager, on a ces capacités de reprendre notre bien-être menstruel en main, notre santé féminine par des outils qui peuvent être naturels, holistiques et qui Mmh. demandent, ouais, voilà, une ouverture, une prise de conscience et un engagement envers soi de se dire: «OK, je décide de marcher ce d'emprunter ce chemin» entre guillemets, de découvrir cette méthode, de la pratiquer, de m'investir à moi et de voir quel en est le fruit et voilà, ce que tu viens juste de partager, je trouve que ça illustre, totalement en plus avec, une étude, des chiffres que, ben, Mmh. effectivement, ça a un impact, pour les femmes et dont la manière dont elles vivent leur menstruation. C'est, passionnant. De toute manière, les femmes qui démarrent, elles reviennent pas en arrière. C'est tout. En fait, tu vois, je veux dire, c'est comme le vélo, quoi. Tu peux pas, désapprendre le vélo, tu vois? Donc tu peux pas, une fois que tu as commencé à avoir conscience de ton corps, ne faire semblant de plus entendre ce qui se passe. C'est Ouais, tout. Donc une fois que tu as mis un pied dedans, après que tu peux ressentir et décider de laisser couler dans ta culotte menstruelle, en fait, tu en fais ce que tu veux de cette information. C'est juste que c'est clairement plus confortable de vider du sang aux toilettes plutôt que d'être mouillé, quoi, parce qu'une culotte menstruelle, qui est pleine de sang, c'est pas du tout agréable, en fait. Donc il y a quelque chose qui est aussi juste pratico-pratique. Qu'est-ce que c'est plus confortable de pas être mouillé, de pas avoir peur de tacher, ses vêtements, de pas se faire surprendre par ses règles. En fait, c'est aussi quelque chose de tout simplement, confortable. On n'est pas faites pour être dépendant de l'extérieur. Il y a un truc qui est pas normal dans ce qu'on a accepté, dans ce qu'on a normalisé en fin de compte. Donc là, on revient sur ça. C'est un peu du bon sens finalement que de se ressentir et de pouvoir se maîtriser à minima en fin de compte pendant nos règles. tout à fait et tu parlais aussi un petit peu, plus en amont, de cette richesse aussi que le sang menstruel a. Tu as évoqué, je crois le mot cellule souche, c'est le seul qui m'est revenu. Est-ce que tu peux nous parler justement en quoi, en fait, notre sang menstruel est riche? De quoi, peut-être ses composantes, globales et en quoi cela, fait de cette partie de nous qui flue, qui s'évacue tous les mois, quelque chose, de sacré, de riche et qu'on peut aussi s'inviter à honorer en quelque sorte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, vraiment, fait des règles pendant des siècles et encore aujourd'hui dans plein de cultures, l'objet d'une impureté, le fait que ce soit sale, avec tout un tas de mythes et cetera. Alors que, la réalité est tout autre et qu'en fin de compte, le sang des règles déjà, c'est pas le même sang que celui qui coule dans nos veines. C'est un sang, finalement, on appelle ça du sang, mais c'est ce sang menstruel a pas du tout les mêmes propriétés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même but à la base, c'est-à-dire que c'est de l'endomètre qui se libère et l'endomètre, c'est quand même l'espace dans lequel un embryon est censé se développer. Et donc ce qu'on retrouve dans le sang des règles, c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on retrouve ces fameuses cellules souches dans un état assez primaire qui fait qu'elles sont capables de se différencier en n'importe quelle autre cellule. Ce qu'il faut se dire, c'est que des cellules souches, c'est vraiment des cellules dont on a besoin en médecine, et dans plein de on va dire dans plein de domaines de la médecine pour guérir certaines maladies parce que c'est des cellules qui ont cette capacité magique de se différencier en, cellules, on va dire, cardiaques, en neurones, en cellules musculaires et cetera. Donc le potentiel thérapeutique des cellules souches est énorme. Il n'est pas approuvé, hein, voilà, on court après les cellules souches. À part qu'aujourd'hui, moi qui ai travaillé en hémato et c'est là où j'ai rencontré mon chéri, c'est dans des services, voilà, de cancer, de sang, de leucémie à l'époque, les cellules souches, on n'en trouve pas partout, en fait. Adultes, on en trouve, dans certaines zones de certains os, en sternum, au niveau du bassin et cetera.
faut aller les ponctionner, c'est extrêmement douloureux. À part que la super nouvelle, c'est qu'on en a dans nos règles et que les règles, on les évacue tous les mois et que, on n'a aucun effort pour le faire, ça se fait naturellement. Donc, Mmh. la moitié de la planète, tous les mois, évacue un petit paquet de cellules souches et je trouve que c'est quand même une information de ouf. À Waouh. part que, cette information, on l'a utilisée, puis après on l'oublie et puis là, on est en train de la réutiliser, elle ressort de nouveau. Hem, Pourquoi? Parce qu'il y a aussi tous les croyances et tous les mythes dans un système patriarcal où on va absolument rendre ce sang sale. Voilà, mais bon, voilà, avant, les sangs des règles étaient utilisés pour faire des cataplasmes. Il y a des femmes qui utilisent déjà leur sang de leurs règles dans des rituels ou pour nourrir leurs plantes et cetera et qui trouvent que ça peut avoir un effet un peu particulier sur la peau et tout ça. On n'en parle pas assez facilement parce qu'on peut vite être critiqué pour ça. Mais mais en fait, ça montre que c'est un sang qui est beau et qu'en fin de compte, tous les mois, c'est comme si on relarguait, des petites pépites d'or, aux toilettes, quoi. Donc je trouve que remettre de la beauté dans ce liquide, c'est précieux parce que si on voit nos règles différemment, bah, déjà comme tu dis, on honore plus l'expérience, on la vit différemment, c'est sûr, quoi. Donc voilà, quoi, j'avais fait un post à ce sujet-là, mais les règles, c'est pas, comme, la digestion, le repas de la veille qu'on évacue. C'est, un cycle entier où un endomètre mûrit, dans le but d'accueillir un embryon. C'est quand même, le cœur de l'existence humaine. Voilà, donc c'est pas comparable au sel ou à l'urine où c'est de la digestion et on rejette et un déchet qu'on rejette, quoi. C'est autre chose. C'est autre chose donc ouais, inviter les femmes à avoir un autre regard sur ce sang et même, à regarder le sang. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe en dehors de moi? Est-ce que j'ai de la gêne? Est-ce que ça me dégoûte? Est-ce que maintenant que je sais ça, j'ai plus de fascination, en fait? Et puis, en fin de compte, les règles, c'est un bout de soi, donc ça parle aussi de la manière dont on se voit soi-même. Et puis c'est un outil aussi, d'auto-observation, n'est-ce pas? En fonction de la couleur, de la consistance, du flux, de l'abondance. C'est, un signe, un outil que notre corps nous envoie pour nous envoyer des pistes en nous disant: «Oups, ici il y a peut-être un petit déséquilibre à regarder, quelque chose à mettre en lumière en toi» et c'est vrai que si on n'a pas cette connexion, cette relation à notre sang et bien ces signes vont nous échapper. Entre voilà, entre toute la beauté que ce sang, hem, a et chez enfin, voilà, a en nous et bien une phrase aussi qui me vient pas mal en tête, c'est, finalement sans ce sang menstruel qui s'écoule tous les jours, il y aurait pas de vie sur terre. Je veux dire, on serait pas là, nos mères seraient pas là, personne ne serait là parce que finalement il est là, comme tu le disais si bien, comme une partie de il fait partie intégrante du cycle menstruel et de la création de la vie et que s'il ne s'écoulait pas et qu'il ne se créait pas tous les mois et bien, l'ovulation n'aurait pas lieu et la vie n'aurait pas lieu, quoi. Bah, les règles, c'est l'expression du cycle et le cycle, c'est l'expression de la pérennité de notre espèce. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place, faut remettre les choses à leur place aussi dans ce qu'on vit parce qu'on a beaucoup perdu le sens des choses. C'est pas nouveau, hein, ça fait des décennies, peut-être même des siècles et du coup, on oublie un peu ce qui joue en nous, en fait, d'un point de vue même presque archaïque, quoi. Mmh. Et je trouve que c'est assez, utile de le faire, intellectuellement parce que, après c'est un peu comme remettre l'église au milieu du village, quoi. On est avant tout des êtres, de la nature, des êtres humains, notre corps, c'est notre temple et voilà, dans la frénésie du monde dans laquelle on vit, on a tendance à oublier, en fait, qu'il y a aussi des cycles, plusieurs cycles, hein, qui se jouent en nous. Il y a le cycle menstruel, et il y en a d'autres, quoi et que c'est eux aussi qui nous guident, et que c'est bien, en fait, d'aller à toute vitesse, mais c'est aussi important
de s'arrêter et d'honorer aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi, de le regarder, quoi. Mmh. Mmh. Et du coup, le flux libre instinctif, si on en revient à cette méthode, j'imagine que du coup, au-delà du fait d'apprendre, de conscientiser à ressentir, ces contractions et à «maîtriser» entre guillemets le sang, menstruel, mais c'est aussi une invitation vraiment plus globale à venir reconnecter à ce sang, reconnecter à ces richesses et à la beauté que l'on porte en nous et ouais, de venir nourrir une relation d'amour, de Mmh. potentialité, d'être de nouveau alliés avec notre cycle menstruel et avec tout ce qu'il a à nous transmettre et notamment aussi d'apprendre à écouter les messages que notre corps nous envoie et à voir notre corps, non plus, comme un ennemi, mais comme, une part de soi qui est là pour faire, Mmh. donc pour nous accompagner dans cette vie sur terre, quoi. C'est ça. Après, tu vois, d'un point de vue très pragmatique, heu, moi, les femmes qui viennent au fibre instinctif, il y a plusieurs causes donc j'entends aussi beaucoup: «J'ai besoin de me reconnecter à mon corps». Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ressentent en fait qu'elles sont déconnectées. Elles sont coupées de leurs sensations et cetera et qu'elles cherchent un moyen, pas justement là, ce qui est beau, c'est que ça passe par le corps, hein. C'est pas, quelque chose qui passe par un livre et puis bon, elles essayent, de connecter, mais c'est là-haut. Là, c'est à travers l'expérience, c'est concret et c'est une expérience qui nous mène à reconnecter, vraiment à soi. Mmh. Et puis après, il y a aussi le fait que, bah, voilà, est-ce que la manière dont on vit nos règles aujourd'hui, c'est une question qu'on peut se poser en tant que femme, nous va? Est-ce que c'est OK pour nous? Et ça peut être OK. Moi, si j'entends: «Bah, moi, j'ai des tampons, ça me va très bien», c'est tant mieux, en fait. Mais j'ai souvent des: «Ah non, moi, c'est une charge mentale, c'est déjà la galère, j'ai des règles abondantes, nin nin» et si on se faisait le cadeau de pas faire de cette période systématiquement une galère? Et si on Mmh. s'autorisait à imaginer que les menstruations, ça peut être vraiment bien vécu? En fin de compte, il y a aussi on a le droit de ne pas souffrir. On a le droit d'avoir du bien-être. On a le Ouais. droit d'être bien, en fait. On a le droit d'être bien et donc moi, je pense que c'est pour ça que mon message, il a parlé à autant de femmes et qu'il continue de parler à beaucoup de femmes. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet dans lequel il y a énormément de souffrance et où la souffrance, elle, a été énormément normalisée. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de se dire: «Mais et s'il existait une solution qui me permette vraiment de bien vivre cette période-là, est-ce que ça vaut pas le coup que j'essaye, en fait?» Et Mmh. que Complètement. j'expérimente par moi-même, quoi. Mmh. Complètement. Et du coup, est-ce que c'est dans tes projets ou peut-être que tu le fais déjà? Je suis pas du tout sûre à ce niveau-là, mais de venir parler et transmettre, cette méthode, parler de tout ce sujet de la manière dont tu le fais, dans des écoles ou du coup, de revenir justement un peu à la source, ben, de ces futures femmes qui sont nos jeunes filles d'aujourd'hui pour Mmh. pouvoir, leur, offrir une porte ouverte sur le fonctionnement de leur cycle menstruel et comment est-ce qu'elles peuvent déjà dès jeunes cultiver cette relation, à leur menstruation. Alors moi, personnellement, j'interviens pas dans les écoles. Hem, Par contre, je développe un certain nombre d'outils qui permet, par exemple, à d'autres femmes de prendre le relais de cette diffusion. C'est-à-dire que je peux pas être partout. Je peux pas Bien être sûr. auprès des professionnels de santé, auprès des écoles parce qu'en fait, chaque, milieu a un intérêt, et donc moi, je on va dire que je suis, à un niveau où j'essaie de créer les outils et le cadre pour pouvoir, permettre la diffusion de ce message, mais par d'autres parce que pour moi, c'est un élan collectif. C'est même si aujourd'hui je sais que c'est moi qui porte ça, en réalité, moi, sans l'intervention et sans l'aide d'autres femmes, bah, comme là tu le fais à travers ton podcast, mais qui viennent finalement, permettre à leur échelle et autour d'elles, alors parfois c'est en local et parfois c'est à travers des médias diffusés et ben, là, on crée un relais, en fait et donc c'est des femmes qui me contactent pour organiser, par exemple, localement ou dans des collèges et cetera, des projections de mon documentaire. Mmh. C'est déjà un super outil, pour avoir, vraiment, ce premier regard.
d'éducation menstruelle qui est très riche, qui explique tout un tas de choses et sur le flux libre et sur le cycle menstruel et qui est assez accessible, de manière générale. Donc, les projections de documentaires et de temps en temps, je me déplace pour faire des temps d'échange, mais après voilà, moi, tu vois, j'ai beaucoup de enfin, je avec les formations en ligne et cetera, ça permet généralement de combler, en fait. Par contre, ce qui se passe, c'est que, les ados, je les touche grâce à leur mère. Mmh. Tu vois, dans mon académie, ce que je fais systématiquement, c'est que les mamans qui viennent, ont une place offerte pour leurs filles. Mmh. Donc l'aventure devient une aventure familiale. Ah, génial. Et donc, moi, je trouve ça beau parce que, bah, on remet beaucoup de choses à l'école, mais en fait, l'éducation, elle se fait beaucoup à la maison et les règles, c'est quelque chose que l'on vit, aussi à la maison parce qu'on voilà, quand on est ado, bah, notre mère, comment elle vit ses règles à la maison, comment on a entendu parler et la transmission, elle se fait beaucoup là, même dans le non-dit, en fait, hein, dans le non-verbal, juste en observant, voilà, donc une mère qui a ses règles en fait, c'est marrant, mais une mère qui a ses règles et qui vit ça comme une galère, qui veut pas en parler quand on lui pose une question, elle sait pas quoi répondre, c'est déjà une information. Après, si on part de ce point de départ-là, ce qui peut être le cas et nous-mêmes, on est le fruit de notre propre éducation, c'est de se dire: «Bah, voilà, je j'ai pas les clés. Par contre, je peux commencer à faire un pas vers une autre vision parce que j'ai envie que mes filles ou ma fille vivent bien ces menstruations. J'ai pas envie qu'elle ait cette expérience-là». Parfois, par amour, on change. Parce qu'on a envie que voilà, moi j'ai souffert, mais je veux pas qu'elle, elle souffre comme moi, donc il faut que je change. Tout à C'est fait. beaucoup ça. Donc c'est vrai que même la parentalité, j'ai aussi des papas, hein, qui s'intéressent pour leurs fils et c'est vraiment trop beau, quoi. Donc les écoles, ça bouge un peu, mais on sait qu'on peut pas tout faire dans les écoles, mais les ados, on peut quand même les atteindre différemment et je pense que les mamans ont leur place là-dedans. Et c'est voilà, des mamans qui ont déjà une ouverture d'esprit ou qui ont la curiosité tout simplement, quoi. Mmh. Mmh, tout à fait et puis du coup, oui, de venir approfondir, cette relation aussi mère-fille à un niveau, plus Exactement. intimiste où on libère peut-être un tabou qui a été ou qui n'a pas été, ça dépend des relations et des contextes familiaux, mais de revenir redonner la parole à ce sujet, pour que justement parfois je trouve que des fois c'est encore plus difficile quand il est absent de toutes les conversations, Mmh. hem Enfin, du moins, ça peut être tout aussi marquant que, un mot ou une expression ou quelque chose qu'on a entendu à ce sujet-là qui fait que ça va développer en nous une émotion, de honte, de «je cache», de tabou. Du coup, ouais, cette transmission mère-fille et ce que tu offres dans ton académie, c'est vraiment beau et ouais, de penser en fait à toutes ces générations et de ramener toutes ces générations ensemble pour qu'elles puissent aussi se transmettre, d'expériences en vécu, C'est d'autant plus intéressant que la manière dont on vit nos règles est pas seulement est moins le fruit de la société que le fruit de notre, transgénérationnel. On va plus avoir une expérience qui est en lien avec l'expérience de nos mères et de nos grands-mères, même si ça s'ancre dans un cadre sociétal. Je veux dire, si la société est fermée, mais que dans la famille on est ouvert d'esprit, c'est la famille, c'est l'empreinte familiale qui va créer en fait, ces mmh, croyances et cette éducation menstruelle profonde et donc c'est d'autant plus riche dans cet espace-là de vivre cette transmission et cette transmission, menstruelle qui dépasse juste, le côté scolaire, quoi. Enfin, bien sûr, hein, l'éducation menstruelle à l'école, ce serait génial parce que ce serait une manière de vulgariser. Mais au sein de nos foyers, c'est super puissant parce que ça vient, toucher les générations, en fait. Et là, il se passe quelque chose, à à une autre dans une autre échelle, tu vois? ouais, Mmh. totalement et les petits gars dans ce sujet-là? Parce que toi, du coup, tu disais que tu as un fils, c'est ça, hein? Mmh, tout à fait. Quelle est ta vision, justement pour aussi les intégrer dans ce sujet-là? Ah, c'est marrant que tu poses cette question. Moi, je parle souvent des petits garçons parce que, bah, tu vois, je vais donner mon exemple. Mon garçon, il a 4 ans et demi. Il connaît l'existence des menstruations depuis à peu près,
toujours, c'est-à-dire, depuis l'âge à laquelle on commence à se poser des questions sur la vie. Parce que déjà pour moi, c'est non seulement c'est pas un sujet tabou, mais c'est j'en parle toute la journée donc forcément c'est des termes, enfin tu vois, mon gamin il se balade dans mon bureau, il joue avec, les utérus qui se baladent, les petits clitoris sur la table, enfin voilà quoi. Donc c'est assez marrant à ce niveau-là parce que c'est un non-sujet dans le sens où c'est hyper normal et naturel Mmh. et tu vois, que ce soit en fait, les enfants, filles ou garçons, c'est des enfants. C'est-à-dire que même une petite fille ou un petit garçon, la petite fille, elle n'a pas ses règles. Donc en fait, on va leur donner la même transmission à eux 2. À part que la petite fille, on va dire quand tu seras grande, mais elle n'expérimente pas. Donc on va les sensibiliser de la même manière et comment on sensibilise nos enfants, filles ou garçons et je pense sincèrement qu'il faut le faire, bah, c'est à travers le quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand maman, elle a ses règles, quoi? Moi, quand j'ai mes règles, mon fils, il me voit, rincer mes culottes menstruelles pendant qu'il prend son bain. Je suis à l'évier à côté et je rince et il voit que c'est rouge et il me dit: «C'est quoi?» Je lui dis: «Bah, j'ai un peu de sang parce que j'ai mes règles». «Ah, bah, c'est quoi les règles?» «Bah, voilà, c'est comme les saisons dehors en fait, 1 fois par mois, maman elle perd ses f elle fait tomber ses feuilles, c'est l'endomètre». Alors moi, j'ai les supports, donc je lui explique l'utérus, que c'est, la maison où on fait des bébés qui est dans notre ventre. Tout ça, en fait, on l'explique avec des termes adaptés. On va pas Mmh. rentrer dans des détails, hormonaux, tu vois? Mais franchement, mon fils, il sait tout. Il sait que tous les mois, j'ai mes règles. Il sait combien de temps ça dure. Il sait que j'ai du sang qui coule. De toute manière, les gosses, ils te suivent partout. Déjà, tu as aucune intimité. Donc, quand j'ai mes règles et que je suis aux toilettes, il est là. Donc, s'il voit du sang, bah, je lui explique en fait que je vais fluer. Heu, c'est d'une normalité, en fait. Tout comme je lui explique tous les autres mécanismes du corps, en fait. La Mmh. digestion, la respiration, les menstruations, tout ça, c'est le corps. Je ne Oui. fais aucune différence et puis c'est pas parce qu'il le vit pas qu'il est pas concerné. Je veux dire, les gamins, ils s'intéressent à tout, à l'astronomie, c'est pas parce que c'est voilà et l'astronomie, ils s'y intéressent et pourtant c'est quelque chose de lointain. Bah, pourquoi, on doit faire une différence avec les règles parce qu'ils le vivent pas? Il y a plein de choses qu'on a envie d'apprendre qu'on ne vit pas, parce que c'est notre environnement. Donc moi, je ne fais aucune différence. Mon fils, il a reçu une éducation menstruelle complète, et en fait, je me suis jamais cachée quand j'avais mes règles. Pour autant, je ne vais pas me montrer, c'est-à-dire, je suis pas dans un extrême, je suis juste dans quelque chose d'extrêmement naturel. Premier jour de mes règles, je suis fatiguée, parfois j'ai des crampes, j'ai besoin d'aller aux toilettes un peu plus souvent, bah, je l'exprime Ouais. parce que, bah, quand on est maman, les enfants, ils nous sollicitent et là, je dis et déjà, je mets encore une fois en avant mes besoins. Je ne me soustrais pas aux besoins de mon enfant, jamais, et je lui dis: «Voilà, j'ai mes règles, je suis fatiguée, j'ai besoin que ce soit un peu plus calme». Et c'est tout. Ça dure 2 jours dans le mois, et donc voilà comment ça se passe avec mon fils et ce qui est assez Mmh. marrant, c'est que quand j'ai mes règles, il me demande: «Est-ce que j'ai beaucoup de sang, et ça va se terminer quand?» Je me suis demandé un jour, il va demander à sa maîtresse si elle aussi a ses règles. Il reconnaît même en fait le bandeau de mes culottes menstruelles maintenant, mon fils, c'est ce que c'est: «Ah c'est vrai maman, oui j'ai les règles». Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une période où il était en âge, et qui connaît en âge de poser ses questions, quand il a commencé à poser ses questions, bah, pendant 4, 5 cycles d'affilée, il me posait systématiquement les mêmes questions, le temps d'intégrer. Maintenant, il me pose plus de questions parce qu'il sait la réponse. Complètement. Il sait. Mais il sait c'est quoi les règles, il sait, ça concerne qui, il sait à quoi ça sert, il sait ce qu'il y a dedans, en fin de compte, je fais pas de différence, on va juste adapter les mots. Mais mais je ne vois pas de raison d'attendre ou de le priver de cette connaissance, en fait. Je vois aucune raison à ça parce que ça fait partie, de la vie et que tout le reste, on lui apprend, en fait. Donc voilà. Tout à fait, ouais, j'adore ton approche de effectivement, on explique comment le système digestif fonctionne, la respiration, tous nos systèmes, tout fonctionne notre corps. Alors pourquoi oublier celui-là qui est à part entière? Certes, il concerne, simplement les femmes, mais il fait partie à part entière, ouais, de la vie sur terre et de nos Oui, fonctionnements intérieurs. les enfants apprennent les différences, hommes-femmes.
Donc ça fait partie en fait, quand on prend les petits bouquins, du corps humain des enfants, on a les pages, filles garçons quoi. Donc en fin de compte, c'est cette information-là qu'on donne. Ouais. C'est très simple. En fait, je pense que si on se pose cette question et on me l'a posée plein de fois, c'est parce que, on fait une différence en fait. Ça relève de la possibilité d'un tabou, d'une gêne. Bon après moi, je suis particulièrement décomplexée de ce sujet, donc mais voilà, ça parle de soi plus que de l'autre. C'est-à-dire, pourquoi ce serait dur pour moi d'expliquer à mon fils que tous les mois j'ai du sang qui coule? En Mmh. fait, la question que ça peut poser, c'est que ça peut faire peur. Mais, heu, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est bon, sauf si on souffre de nos règles, mais là, il y a un travail à faire sur soi, c'est que, je saigne non pas parce que je me suis blessée. Voilà, ça, faut le dire, c'est pas le sang qui est tu vois? En fait, faut voilà, la seule crainte, c'est ça et le pire qu'on puisse faire, c'est ne pas faire d'éducation, qu'un jour notre gosse tombe sur une goutte de sang et se dise: «Maman, elle a mal». Mmh. Moi, elle saigne, elle s'est fait bobo, en fait et du coup, c'est juste ça qu'il faut remettre, je saigne, mais c'est complètement naturel et ça veut dire que tout va bien. Mmh, En fait, mmh, mmh, mmh. remettre des vraiment de la clarté, du sens. C'est pas le sang de quand je me suis fait bobo, c'est le sang de mes règles parce que, bah, voilà, c'est un cycle et cetera. Donc voilà, tout ça et puis c'est pas un truc qu'on fait de manière, on va dire, formelle. Un jour, on s'assoit sur une table, on apprend le cycle menstruel. C'est des petites informations à chaque cycle quand c'est là. Donc la transmission, elle se fait dans le temps, progressivement, naturellement, en fait, tu vois? Mmh. Merci beaucoup Mélissa, c'est riche de t'entendre, ça me ouais, c'est passionnant. Je bois tes paroles et je résonne beaucoup aussi avec, ta manière, d'intervenir et de transmettre, à tous les niveaux, que ce soit au niveau, plus, des enfants ou au niveau des femmes. Ouais, je suis encore une fois merci d'être venue sur cet épisode. Je suis vraiment heureuse de pouvoir, partager, bah, ces connaissances, cette vision, aux auditrices, du podcast et alors j'ai pour habitude aussi, de demander, aux personnes qui me suivent et qui suivent, le travail, si elles ont une question qu'elles aimeraient, justement, bah, poser, à la personne que je vais interviewer et du coup, j'ai une question, qui est assez spécifique et que je vais te poser d'une de nos auditrices Vas-y. qui est la suivante. Donc, avant mes règles, elles arrivaient toujours la nuit et depuis 2 ans, elles arrivent toujours le jour. Comment est-ce que je peux interpréter ou quel est le signe que mon corps m'envoie à travers ce changement? Ça, c'est intéressant ça. Hem, en fait, j'ai absolument pas la réponse à cette question. Parce que, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, elles arrivaient systématiquement la nuit, maintenant systématiquement le jour. La question qu'elle, elle peut se poser, c'est quels ont été les changements dans sa vie, Mmh. tu vois? À ce moment-là, durant cette transition. Est-ce que, ça peut être parfois un déménagement? Ça peut être relationnel, quelque chose a changé dans une relation avec quelqu'un, une habitude de vie. Ça peut venir parler de ça, quelque chose qui a changé et du coup son rythme a changé, Mmh. tu vois? L'expression des règles, et la manière dont les règles s'expriment, c'est souvent la conséquence de vraiment tout un environnement et du coup, on peut, voilà, quand les règles changent, tu vois? On l'entend, les règles changent, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé, en fait. Les règles, c'est la conséquence. Donc qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Voilà. C'est elle a la réponse dans l'analyse, dire: «Mais en fait, si je m'arrête plutôt que je plutôt voir la date de changement, cette Ouais. période-là et se demander, OK, est-ce qu'en fait, compte, j'étais en transition? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?» Et c'est Mmh. là où elle aura la réponse de ce que signifie ce changement aussi. Mmh. Donc voir les règles comme une expression, de notre environnement, comme une Exactement. expression de soi. C'est très, très joliment dit.
Alors Mélissa, dis-nous un petit peu comment est-ce qu'il y a des femmes qui souhaitent découvrir, déjà te suivre, découvrir aussi ton travail, les moyens dont elles peuvent peut-être approfondir un petit peu l'épisode d'aujourd'hui par rapport à la méthode du flux libre instinctif. Comment est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Qu'est-ce que tu peux leur partager? Alors, bah, écoute, j'ai pas mal de supports en fait. Déjà dans un premier temps, bah, elles peuvent me retrouver sur les réseaux, sur Instagram particulièrement, Mélissa Carlier, Cyclo Intima, où je diffuse du contenu, très régulièrement et ça permet vraiment de faire, ce qu'on appelle le micro-apprentissage en fait, aller de notion en notion avec des petites vidéos et cetera, donc ça, c'est assez intéressant. Après j'ai créé une formation gratuite, destinée, à tout le monde pour faire déjà cette première initiation, ce premier pas vers, le flux libre et la méthode des 3 piliers qui est celle que j'ai, créée pour se lancer en fait dans la pratique avec des bases et avoir des petits raccourcis dans l'expérience. Donc voilà, ça peut être ça c'est intéressant donc cette formation on la retrouve sur Instagram et éventuellement peut-être que tu pourras mettre le lien et il y a le livre, le guide du flux libre instinctif là qui est beaucoup plus approfondi et puis après, pour encore plus approfondir, celles qui veulent vraiment aller loin, tous 2 fois par an, donc en janvier et en juin, je crée un événement gratuit qui s'appelle le challenge du flux libre instinctif et à l'issue de ce challenge, j'ouvre des places dans l'académie où là vraiment, on a 8 heures de contenu, sur le flux libre instinctif. Donc on détricote le sujet en long, en large, en travers, c'est-à-dire Mm. avec toutes les situations de la vie quoi. Au travail, à la plage, règles abondantes, règles douloureuses, les techniques de drainage, voilà, c'est vraiment on est dans un on met vraiment, l'accent quoi, on est dans un approfondissement puissant et avec l'accompagnement qui va avec et ça c'est 2 fois par an, voilà. Ok, super. Il y a un joli panel avec différentes approches, du coup, Ouais, comment tout à les fait. femmes peuvent venir te rencontrer, travailler avec toi, découvrir ton travail. Et en tout cas, je le recommande pour l'avoir vécu à travers bah, justement ce challenge en ligne, cet atelier de transmission. C'est très, c'est riche, ça apporte une mise en lumière de soi en soi, de ce qui se passe tous les mois. Et je le recommande en tout cas à toute femme qui en ressent l'appel de ne pas hésiter à en apprendre plus à ce sujet et à venir se nourrir de de toutes les recherches que Mélissa a faites et nous transmet aujourd'hui. Et notamment aussi sur ton site, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il y a pas mal aussi d'études, d'enquêtes, de chiffres Ouais, liés justement au cycle menstruel, aux règles. Et je trouve que c'est aussi très intéressant d'y avoir accès et d'y jeter un œil par curiosité. tout à fait. Le site, j'ai voulu le penser aussi comme un espace de documentation Mm. parce que, bah, autant, mes formations, elles sont payantes, enfin l'académie est payante et cetera, autant je pense que, la partie publique, doit res enfin, il y a une partie qui doit rester publique, c'est la partie recherche, en fait. Mm. Donc, on y retrouve, les mémoires que j'ai dirigées, sur le flux, donc, que j'ai dirigées en tant que directrice de mémoire, hein, pas que j'ai écrit, mais que j'ai dirigé, les études et puis toutes les études, complémentaires dirigées par des grandes enseignes qui permettent aussi d'appuyer les chiffres, la bibliographie, les références scientifiques, qui viennent en résonance avec le flux instinctif. Voilà, c'est un espace dans lequel je mets un certain nombre de ressources scientifiques pour que, voilà, les femmes puissent explorer et ça apporte aussi une crédibilité à ce sujet-là et ça Mm. permet à chacune de se faire son propre avis, en fait, également. Mmh. Tout à fait. Donc allez-y, régalez-vous de tout ce beau contenu. Eh bien, écoute, Mélissa, je te remercie infiniment pour ta présence sur cet épisode et pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi pour ce temps accordé et de diffuser également ce sujet à travers le podcast. Avec grand, grand plaisir.